Bonsoir à tous, je m'appelle Thomas Vuchot, je suis Head of Product chez Conto. Et ce soir, je vais vous faire une présentation qui est peut-être un petit peu différente de ce que vous avez l'habitude de voir à la Product Conf, qui est peut-être un peu plus un retour d'expérience sur les 18 derniers mois et ce qu'on a vécu chez Conto. C'est une société avec une croissance pour l'instant très forte et tous les enjeux que ça a impliqué au niveau du produit. Pour une première introduction, ça c'est un bon exemple de ce qu'on essaye de résoudre. Conto, ça a été fondé par deux entrepreneurs qui venaient de vendre leur boîte précédente et qui, quand ils cherchaient une nouvelle idée, ont vite trouvé un pain qu'ils avaient rencontré directement, qui était la banque pro. Il faut bien se rendre compte que les banques pro, c'est une expérience client qui est vraiment beaucoup moins bonne que ce qu'on a l'habitude de voir en banque perso, ce qui est déjà assez souvent pas une référence. Ça, c'est l'illustration parfaite. Ça, c'est le boîtier qu'on vous donne quand vous ouvrez un compte pro à la BNP. Et vous allez en avoir besoin à chaque fois que vous allez faire un virement. Donc déjà, vous allez devoir enregistrer un bénéficiaire. En général, il va falloir 48 à 72 heures pour qu'un conseiller le valide. Et au moment où vous voulez faire votre virement, la petite calculette, soit vous ne l'avez pas, soit c'est votre associé qui l'a, ou elle n'a plus de pile. On a juste choisi cette illustration parce que c'est vraiment un des symptômes de ce qu'on essaye de résoudre et de l'expérience qu'on essaye de réinventer. Donc Conto, on a découpé un peu notre activité en 4 piliers. Le premier, c'est d'être un vrai substitut aux banques pro. Donc on va fournir aux sociétés un IBAN qui va permettre d'émettre et de recevoir des virements, de pouvoir faire des prélèvements, de pouvoir créer une ou plusieurs cartes de paiement, donc un peu toutes les fonctionnalités de base d'une banque pro. Mais en plus de ça, on va rajouter toute une partie qu'on pourrait qualifier de SaaS, qui va nous permettre d'aider plusieurs métiers, dont par exemple les comptables, pour qu'ils deviennent prescripteurs de notre produit. Et pour ça, pour faciliter leur travail, on va faciliter la récolte des reçus quand on fait des dépenses pour éviter d'avoir à courir derrière les justificatifs de notes de frais en fin de mois, d'extraire la TVA des reçus. Et du coup, en leur faisant gagner du temps, ils deviennent prescripteurs de notre produit. Et après, ça va être aussi toute une partie pour les CEO et les CFO, pour qu'ils comprennent mieux un peu comment fonctionne leur flux de trésorerie, quels sont leurs postes de dépenses, comment ils peuvent gérer leurs dépenses en équipe, gérer des budgets, etc. Et la dernière partie, qui est assez évidente parce qu'on est un service, c'est d'avoir un service client qui est hyper réactif, et ça contraste spécialement avec les banques traditionnelles, où on s'engage à répondre à toutes les questions, en tout cas répondre directement à la première question en moins de 15 minutes. Et donc c'est un peu la slide corporate, donc on essaye de faire ça plus vite, de manière plus simple, avec une expérience plus fluide, faciliter l'utilisation du compte bancaire de manière collaborative et d'avoir un pricing très transparent. Et je donne juste une petite anecdote qui révèle bien l'état des banques pro actuelles. On nous a remonté récemment que certaines banques font payer le téléchargement des relevés bancaires passer une certaine durée. Et en général, quand on a besoin de télécharger ce relevé bancaire, c'est sur un mois total, mais du coup, ils le font payer du 15 au 15. Donc on est obligé de payer 2 mois dès qu'on veut un mois complet. Donc ça, c'est typiquement le genre de choses qu'on essaye de réinventer. Donc une petite timeline pour récapituler notre histoire. Donc on a été créé en avril 2016. Et dès le début, le produit a été complètement au centre de toute la stratégie. Et c'est parce qu'on avait notamment un founder qui a passé les 9 premiers mois à concevoir et mettre en place un MVP pour qu'on ait notre produit qui soit le plus vite possible dans les mains de vrais utilisateurs et faire une espèce de reality check déjà pour valider qu'on répondait bien à un besoin, et parce que en fait, là, beaucoup de nos problèmes au début, on les a rencontrés directement sur le terrain et on n'aurait pas pu les deviner simplement juste en écrivant des specs dans notre coin. Donc après 9 mois, en début 2017, on a commencé à avoir les premières personnes qui testaient le produit. On a lancé 2-3 mois après une vraie bêta, donc on a onboardé
de plus en plus de sociétés qui testaient notre produit, jusqu'à en avoir à peu près 300. À ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'on a constitué l'équipe produit, donc on avait un PM et un designer. Et une fois qu'on avait un produit qui était assez, en tout cas qu'on jugeait assez solide et qui nous permettait de dormir à peu près sur nos deux oreilles, on a lancé le produit en juillet 2017. On a complètement suivi l'adage de si vous n'avez pas honte quand vous lancez votre produit, c'est que vous avez lancé trop tard. On était vraiment dans la zone grise, c'est-à-dire qu'on savait qu'il y avait plein de choses qui fonctionnaient plutôt bien, mais voilà, on dormait sur nos deux oreilles, mais avec un sommeil léger. Donc ensuite, on a grossi l'équipe, on a vu qu'il y avait une vraie demande. Donc on a aujourd'hui 10 000 sociétés inscrites, on en avait 5 000 à la fin de l'année dernière et 10 000 aujourd'hui. Donc on a validé en tout cas qu'on répondait à un vrai besoin, et maintenant c'est vraiment des problématiques de scaling. Donc pour préparer en faisant la présentation, on a essayé un peu de refaire un peu toute l'histoire et de voir quelles avaient été ce qui est selon nous les clés de ce scaling. Et donc le premier, c'est l'équipe. Voilà. C'est je sais qu'en plus il y en a plusieurs dans la salle, donc c'est parfait. Mais c'est d'avoir des gens hyper brillants, qui sont passionnés par ce qu'ils font. Et c'est un vrai investissement en temps et en argent, mais c'est la clé de notre succès, donc j'y reviens après. Ensuite, c'est d'avoir une vraie roadmap, d'avoir une méthodologie pour construire cette roadmap, qu'elle soit basée à la fois sur la demande, mais aussi sur notre vision et la valeur qu'on apporte. Et ensuite, cette vision, pour la transformer en un vrai produit, il faut des process et une méthodologie de travail. Et après, la dernière étape, c'est de valider que ce qu'on avait imaginé fonctionne, a une vraie valeur, et qu'en tout cas nos hypothèses étaient bonnes. Sur la partie équipe, dès le début, on a essayé de nous faire connaître le plus largement possible, notamment par exemple par des biais qui n'étaient pas évidents. Dès le début, on a créé une page Dribbble sur laquelle on a mis on a mis plein de shots, de maquettes, d'illustrations, et ça nous a énormément aidé quand on a voulu recruter des designers, parce que ils connaissaient Conto via Dribbble. Ils avaient vu qu'on avait vraiment mis le design au cœur de notre ADN, et ça nous rendait beaucoup plus attractifs à leurs yeux. Donc on a utilisé plein de petits moyens comme ça qui nous rendaient beaucoup plus visibles. Et une fois qu'on avait ces candidats, on a mis en place tout un système de cas pratiques. On a écrit nos propres cas pratiques, et donc chaque candidat vient pendant en général une demi-journée travailler sur ce cas, rencontrer plusieurs personnes de l'équipe, et c'est vraiment comme ça qu'on va pouvoir valider que ce sont des gens qui correspondent à ce qu'on cherche, qui partagent nos valeurs, qui ont envie de rejoindre Conto pour les bonnes raisons, et qu'on a bien envie de travailler avec eux. On a une méthode qui est de rencontrer tous les candidats, en tout cas tous les candidats intéressants, même si jamais on ne recherche pas précisément quelqu'un à ce poste-là, ça nous permet d'être sûr qu'on ne va pas passer à côté de la rockstar qui nous manque dans toutes les équipes. Et on a vraiment travaillé à industrialiser tout ce système de recrutement. Donc on a utilisé un applicant tracking system qui s'appelle Lever, qui est un peu le Salesforce du recrutement, ce qui n'est pas forcément super sexy, mais une fois que c'est en place, ça marche très bien, et ça nous fait gagner un temps fou justement dans tout ce process, pour s'assurer que tout le monde suit bien le même déroulement, et que... Bon. Ensuite, après dans la partie post-recrutement, on fait très attention à avoir un onboarding de qualité, c'est-à-dire que au début, quand on était une petite dizaine, les gens arrivaient et rentraient dans le bain directement le premier jour, et on regardait un peu comment ils nageaient, et on s'est rendu compte qu'en grossissant, il y avait de plus en plus de connaissances à avoir sur comment on travaille, qui fait quoi, etc. Et donc, désormais, on a un process qui est très, très établi, dans lequel les nouveaux arrivants passent une semaine avec les différentes équipes à faire du shadowing avec le support en répondant à des tickets, en faisant du shadowing avec les différentes équipes, et du coup, comme ça, au bout d'une semaine, ils ont vraiment une bonne idée de ce qu'on fait, et ils peuvent vraiment attaquer leur sujet sereinement. Et le dernier point qui est très important aussi, qui est qu'on documente absolument tout.
Depuis le premier jour, on utilise Confluence pour vraiment documenter tout ce qu'on fait, que ce soit fonctionnel, technique, etc. Ce qui fait que quand quelqu'un arrive, en amont de son arrivée, et c'était mon cas, donc moi quand j'ai signé mon contrat chez Conto, j'avais 3 mois de préavis, on m'a directement envoyé le lien vers Confluence et pendant plusieurs semaines j'ai pu le parcourir de manière assez complète, et du coup quand je suis arrivé je savais exactement comment fonctionnait et comment j'allais pouvoir directement être efficace sur ce que je devais faire. Donc ensuite une fois qu'on a la bonne équipe, maintenant c'est qu'est-ce qu'on fait, et on a mis en place vraiment un framework pour définir une roadmap de manière très claire qui nous permet surtout de savoir exactement ce qu'on va faire, pourquoi on le fait et quand on va le faire. Donc ça vient c'est une dérivée d'une méthodologie qu'a publiée Intercom, qui est les 4 piliers dont on se sert pour prendre nos décisions. Donc le premier, c'est ce en quoi on croit, et typiquement nos founders, c'est des gens qui ont directement eu le problème de la banque pro et vu tous les pains qui allaient avec. Et donc ils ont une opinion assez forte sur comment on doit résoudre ce problème-là et comment on fait un service qui réinvente vraiment la banque. Et à côté de ça, ça va être aussi tout ce qu'on observe autour sur le marché, les concurrents, etc. Ensuite, il y a les feedbacks utilisateurs, et donc là on les distingue un peu en 2 parties, c'est les feedbacks sollicités ou non sollicités. Donc sollicités, ça va être tout ce que notre équipe produit, tous les feedbacks que notre équipe produit va aller chercher quand on va interroger des utilisateurs, valider des hypothèses, mais aussi tout ce qui n'est pas sollicité, donc c'est tout ce qui est tous les contacts entrants du support. Donc ça veut dire aussi que c'est quelque chose dans la première phase du produit qu'on n'avait pas du tout. Et ensuite on a la data, pareil, qu'on n'avait pas du tout au début, et la valeur de ce qu'on fait, pareil, au début on ne pouvait pas la mesurer. Donc au tout début on avait très peu d'outils, et la première chose qu'on a fait, comme à peu près tous les fondateurs de start-up, c'est d'aller voir des gens qui pourraient utiliser notre produit. Donc ils sont allés voir 120 CEOs et CFOs de boîtes, et ils ont logué tout ça dans des cahiers et dans des spreadsheets pour comprendre vraiment quels étaient leurs besoins, quels étaient les points qui leur posaient vraiment des problèmes. Et on va dire que ça a été le pilier de la première étape jusqu'au MVP. Mais ça restait complètement je dirais amateur entre guillemets, et on fonctionnait à cette époque-là beaucoup au gut feeling. À partir du moment où on s'est lancé, en tout cas en bêta, on a commencé à avoir de plus en plus d'avis, notamment non sollicités, donc tous les gens qui nous contactaient via le support, et on a commencé à utiliser un outil qui s'appelle Product Board, qui nous permet de loguer absolument tous ces contacts entrants. Donc on a tous ces qu'on va lier à des features. Donc à chaque fois c'est extrêmement petit, mais à chaque fois qu'on va avoir un avis, on va le relier à une feature, et ce qui nous permet de savoir exactement qui a demandé quoi, quand, et avec le détail de ce dont ils ont besoin. Donc au début ça nous a donné une information qui était hyper intéressante, sauf que très vite cette information est devenue, elle a pris un trop grand volume. Aujourd'hui on a plusieurs milliers de ces insights, qui se regroupent sur plusieurs centaines de features. Parce que les gens sont très très inventifs quand ils ont besoin de quelque chose. Et du coup, on a commencé à devoir qualifier un peu ces features. Donc là, on a mis en place un peu notre framework pour ça. Et la première partie, c'est de définir dans quel thème la feature se situe. Donc on a identifié une dizaine de thèmes qui nous sont propres. Donc le premier, c'est logiquement ce substitut bancaire que l'on est. Et après, ça va être par exemple sur l'onboarding des nouveaux utilisateurs, faire en sorte qu'on puisse s'inscrire en quelques minutes et non pas en quelques semaines, les problèmes de comptabilité, les problèmes de finance, etc. Donc on en a défini 10 comme ça qui nous permettent déjà d'avoir un premier tri de ces centaines de features. La deuxième, ça va être un peu des drivers, c'est qu'est-ce qui fait pourquoi est-ce qu'on devrait développer cette feature plutôt qu'une autre? Donc est-ce que ça va plutôt être une feature d'adoption, de rétention, qui va nous aider pour l'efficacité interne? J'ai oublié de préciser, mais toutes les features, toutes les demandes de l'extérieur sont loguées, mais aussi toutes les demandes internes. C'est-à-dire que quand nos opérations vont avoir besoin d'une automatisation ou d'une amélioration sur le back-office, ça passe par cet outil-là.
Et après, donc, on va aussi avoir d'autres drivers comme la sécurité, la compliance, parce qu'on est logiquement sur un marché régulé, donc on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Et on a un shame factor qu'on essaye de ne jamais avoir, mais c'est vraiment tout ce que les gens ne demandent pas forcément, mais on sait qu'on doit s'améliorer et vite. Ensuite, on a une logique de complexité, on fait du t-shirt sizing de 1 à 5, donc à ce moment-là, c'est assez logiquement au doigt mouillé, on estime ça. Ensuite, on réfléchit à quel segment cette feature s'adresserait le plus. Est-ce que c'est pour les freelancers, les petites équipes, moyennes équipes? C'est un de nos chances et de nos malchances, c'est qu'on a une typologie d'utilisateurs qui est très très large, qui va du chauffeur VTC aux grosses startups parisiennes. Et après, on a un autre critère qui va être est-ce que c'est potentiellement une feature qui va nous rapporter de l'argent directement ou indirectement, parce qu'on n'est pas une non-profit, il faut quand même à la fin qu'on gagne de l'argent. Donc là, ça c'est les 5 premiers critères, et en fait on en a encore peut-être une dizaine d'autres qui nous sont vraiment très propres. Et ça se retrouve donc dans cette interface où à gauche vous avez la liste des features et on va les qualifier une par une selon tous ces critères. Donc à gauche vous avez les drivers, donc les plans, les segments, etc. Donc c'est quelque chose qui est très chronophage, mais en fait c'est un outil d'aide à la décision qui est absolument formidable parce que en pondérant tous ces critères, on a des scores, ça nous donne des scores qui nous permettent en tout cas de définir parmi ces centaines de features qu'on nous demande, lesquelles en tout cas sur lesquelles on devrait vraiment s'interroger et lesquelles on va essayer de développer en premier. Donc là, avec ça, on a un peu on a vu le why, on a tout le what, et maintenant il y a le how, c'est comment on transforme ça, comment on rend ça actionnable au niveau de Conto. Donc la première chose qu'on a fait déjà, c'était de définir assez précisément le scope des PM chez nous. Il y a quelque chose d'assez génial avec le métier de PM, c'est que c'est quelque chose de nouveau et c'est des gens très passionnés, mais tout le monde a une vision très différente de ce que c'est. Donc nous on a essayé de formaliser un petit peu ça et de voir, c'est une formulation qu'on voit souvent, les PM comme des mini CEO de leurs features, mais avec vraiment donc un rôle en amont d'essayer de bien comprendre les problèmes, valider que c'est vraiment un problème, que c'est un problème qu'on veut adresser. Donc ça va passer par de la conversation avec les gens qui ont demandé, donc dans lequel on log tout. Donc valider qu'il y a un vrai besoin. Réfléchir à la meilleure solution, on va itérer, notamment on va mettre beaucoup l'accent sur le design à ce moment-là et itérer avec les équipes techniques pour valider qu'on a des solutions qui sont à la fois fonctionnelles, belles et simples à utiliser et réalisables. Ensuite, ça va être le PM va être le référent auprès du reste de l'équipe pendant toutes les phases de développement. Et après, il y a quelque chose qui est très important, notamment quand on scale, c'est la communication. C'est que quand on est une équipe qui grossit, l'information circule chaque jour de moins en moins bien et il faut faire de plus en plus d'efforts pour que tout le monde soit au courant. Et aujourd'hui, on a rencontré le cas nous-mêmes de gens de chez Conto qui n'étaient absolument pas au courant qu'on avait sorti certaines features alors qu'elles étaient live depuis plusieurs semaines. Donc il y a un vrai travail là-dessus sur prévenir les clients que la feature qu'ils avaient demandée est disponible, prévenir en interne que la feature est disponible et expliquer au support comment ils peuvent accompagner les utilisateurs pour l'utiliser. Et après, c'est aussi communiquer à l'extérieur, donc c'est écrire des release notes, écrire des blog posts pour s'assurer qu'on n'a pas développé ça pour rien. Et ensuite, on va mesurer le succès de la feature et itérer dessus si on en a besoin. Pour formaliser tout ça, on a aussi défini un peu quel était notre stack en termes d'outils. Et quelque chose qui est très important pour nous, c'est de garder un nombre le plus limité possible d'outils. On essaye d'appliquer une règle au maximum qui est quand on ajoute un nouvel outil, on en retire un. Parce que, spécialement quand l'équipe grossit, tout le monde a toujours envie d'utiliser de nouveaux produits. On a tous envie de tester Notion, Airtable, etc. et plein d'autres outils comme ça qui ont l'air géniaux. Sauf qu'en fait, à chaque fois qu'on en introduit un, on introduit de la complexité pour toute l'équipe parce que tout le monde n'a pas créé son compte dessus. On commence à l'utiliser, on se rend compte qu'en fait c'est payant et qu'on n'a pas envie de payer pour ça. Et donc on essaye d'avoir cette stack la plus simple et cohérente possible.
Et alors je la descends rapidement. Donc pour notre roadmap long terme, on va utiliser Product Board. Pour tout ce qui va être suivi du court terme, on va avoir des Trello par équipe pour suivre vraiment toutes les tâches au quotidien. Comme je disais, on fait un gros effort de documentation pour être sûr que l'information ne se perd pas et qu'elle est trouvable facilement. Et pour ça, on utilise Confluence, qui est un grand débat interne parce que en termes d'expérience utilisateur, c'est quand même pas ce qui se fait de mieux. Mais pour l'instant, on n'a pas encore trouvé quelque chose qui soit aussi complet. Et en plus, donc c'est lié à Jira qu'on utilise aussi pour la partie développement. Pour l'écriture des specs, on met un effort très particulier à avoir des specs extrêmement précises pour éviter que les développeurs aient le moins de questions à se poser possible. On a mis en place, on avait défini ensemble une espèce de framework de spec à l'été dernier qu'on fait évoluer avec le temps, mais qui en gros se décompose en l'explication du problème et du besoin. Une explication fonctionnelle de comment la feature fonctionnera, toutes les règles et les edge cases qui vont s'appliquer, et ça c'est un point très important parce que justement définir tous ces edge cases, essayer de les identifier le plus tôt possible, c'est un gain de temps énorme après dans les phases de développement. Et en général, d'expérience, nous on en a énormément, donc on s'est rendu compte vraiment à un moment que c'est ça qui nous ralentissait. Et les implications que la feature va avoir sur le reste de la société. Est-ce que la feature sur laquelle je travaille va changer la façon dont le back-office fonctionne? Est-ce que l'équipe marketing va avoir des choses à changer? Voilà, on essaye de penser de manière globale l'impact sur la société. Et donc on inclut dans toutes les specs systématiquement les liens vers les designs qui sont dans Zeppelin, et on design toutes les déclinaisons d'écran toujours. Comme ça, c'est pareil, c'est des questions que les développeurs auront à se poser en moins. On utilise GitLab pour les conversations. Donc on utilise les issues dans GitLab. Et elles vont servir en fait à réfléchir aux problèmes de manière un peu en équipe et entre équipes, notamment avec l'équipe tech. Et quand on va essayer justement de trouver la meilleure solution technique, on s'est rendu compte que le meilleur moyen d'avoir toutes ces réponses à nos questions techniques, c'était d'utiliser l'outil que les devs utilisent au quotidien pour le développement, qui est GitLab. Donc aujourd'hui ça ressemble à ça, et ça nous permet donc de répondre à deux problèmes. Le premier, c'est un peu une espèce de fossé qu'on a observé qui s'était creusé entre équipe produit et équipe tech en grossissant. Donc on avait des devs qui se plaignaient de ne pas être assez impliqués dans le développement des features, et en effet c'est quelque chose qu'on a constaté. Et du coup le fait d'avoir ces conversations ouvertes sur les différents sujets techniques et les solutions techniques à nos problèmes, ça a été 8 minutes. Ça a été donc d'utiliser leur outil dans lequel ils passent déjà beaucoup de temps, et comme ça ça évitait surtout d'en rajouter un pour eux. Le deuxième problème auquel ça répondait, c'était un problème qu'on a beaucoup, qui est de la part de ce qu'on appelle la prod par rapport aux nouvelles features. C'est-à-dire que quand on grossit et qu'on passe en moins d'un an de 300 clients à 10 000 clients, on a beaucoup de problèmes qui apparaissent, beaucoup d'edge cases qu'on n'aurait jamais pu imaginer, et si jamais on voulait tous les adresser, honnêtement on ne développerait plus aucune nouvelle feature. Donc on discute beaucoup dans GitLab les récurrences de ces événements, ce qui avant arrivait une fois toutes les semaines et qu'on traitait à la main sans problème. Aujourd'hui ça va arriver peut-être 10 fois par jour, et c'est pas viable, et du coup il faut qu'on l'automatise. Et du coup c'est dans GitLab qu'on va avoir ces discussions là pour savoir exactement ce qu'on veut faire et arriver à trouver le bon rapport, le bon ratio entre automatisation et scaling et nouvelles features. Ensuite, on a essayé aussi de formaliser un petit peu nos rituels. Donc, on n'a pas une méthodologie agile ou Scrum à proprement parler. On a un peu fait quelque chose à notre sauce. Mais dedans, on a quand même pris les stand-up quotidiens qui vont mélanger équipe produit et équipe tech. Et donc là, chacun va dire ses problèmes ce qu'il a fait la veille, ce qu'il va faire ce jour-là, et tous les points de friction ou problèmes qu'il peut rencontrer. On a un événement qui est vraiment le centre de la semaine pour toute l'équipe produit, qui est notre product meeting, qui va inclure tous les product managers, tous les product designers
et un founder, dans lequel on va faire la revue de toutes les specs, de tous les problèmes qu'on essaie d'adresser. On a beaucoup formalisé cet événement, donc on a un agenda qui est envoyé systématiquement la veille, qui va inclure les liens vers les specs qu'on doit revoir tous ensemble, qui va inclure les liens vers tous les designs, comme ça tout le monde peut se préparer en amont, qu'on soit très efficace pendant ces 2 heures-là, et qu'il y ait un vrai outcome qui est une liste d'actions qu'on va systématiquement maintenant loguer dans Trello. Donc toutes les semaines, on va pouvoir reprendre ce Trello et voir ce qui a été fait depuis la semaine d'avant et tout ce qu'on va faire pour la semaine à venir. On fait des rétros pour éviter de faire les erreurs qu'on a déjà faites et qui nous ralentiraient. Et après, on a des événements un peu plus informels qui sont déjà le fait que les PM vont se challenger beaucoup sur les specs. Donc quand on avance, on va se pinguer les uns les autres pour avoir un œil un peu plus frais sur ce qu'on est en train de faire. Et chez nous, les PM font la QA de leurs features. Donc, quand on va sortir des fonctionnalités qui sont parfois un peu grosses et qui ont besoin de beaucoup de QA, on va s'y mettre à plusieurs. Comme ça, on a tous un regard un peu différent et on est sûr qu'on ne passe pas à côté de quelque chose. C'était assez rapide pour vous expliquer un peu justement ce framework qu'on a mis en place en scalant. On a un peu réduit ça à trois outcomes. Le premier, c'est que scaler une équipe produit, c'est un énorme investissement en temps et en argent, mais c'est la seule solution pour arriver à ça, en fait, avec une certaine aisance et sans avoir à tout le temps paniquer, parce que avec tout ce framework, on a justement ce coup d'avance qui fait qu'on sait ce qu'on va faire, on sait ce qu'on va construire, on sait, tout le monde a une vision assez claire de ce qu'on va faire, et du coup ça nous permet d'avancer assez sereinement. Le deuxième point, c'est les outils. C'est hyper important de définir sa stack, de se tenir aux outils qu'on a choisis, et en même temps d'arriver à la faire évoluer quand il y a besoin. Donc ça veut dire faire des essais assez rapides, mais ces essais, il faut qu'ils soient cadrés, il faut qu'on sache pourquoi on les fait, et il faut les faire de manière très rigoureuse. Et on nous dit souvent qu'on est un peu des ayatollahs des outils, mais c'est ce côté-là qui fait qu'aujourd'hui on arrive à grossir à cette vitesse sans souffrir trop. Et le troisième point, c'est la remise en question. C'est-à-dire qu'avec tout ce framework, et notamment la partie roadmap, on va en permanence la revoir. Cette roadmap, elle bouge tout le temps, elle est vraiment très fluide, mais comme elle est ouverte, partagée et discutée, on a cette capacité à nous remettre en question très vite, à avancer très vite sur des cycles très courts. Par exemple, on a un meeting toutes les semaines avec tous les team leads de la boîte, justement pour s'assurer qu'on ne part pas dans une même direction. Et le fait qu'on fasse ça toutes les semaines, ça nous permet de garantir qu'on est sur la bonne voie en permanence. Et du coup, pour revenir à la partie produit, on invente vraiment ce qu'on fait. C'est-à-dire que ce framework-là, il est valable pour nous, mais on passe énormément de temps à le revoir pour qu'il s'adapte en permanence à notre évolution. Et du coup, je pense que beaucoup d'entre vous avez ce problème de scaling. C'est hyper important d'être tout le temps en train de réinventer son framework. Et c'est ce qu'on fait nous au quotidien. Et ça, ce que vous voyez là, c'est ce qu'on a fait depuis à peu près 1 an, mais c'est en évolution permanente et ce sera très probablement pas valable dans 1 mois ou 2. Voilà. Merci.